J'entends aussi. Ouais. Hein? Vous parlez partager le CEO de l'homologue Diana. S'il vous plaît, utilisez le micro parce que sinon on ne pourra pas vous entendre pour interpréter. Il est là? Ah, ok. Ah non. You? Never been? On commence. Ah. So, Alors, ce que vous devez savoir, c'est que vous ne devez pas payer de visa. Alors, vous n'avez jamais été au Maroc? Vous? Vous êtes juste passé pour faire une escale par avion. Dans quel secteur travaillez-vous, monsieur? Dans l'automotive? Alors, il faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir des investissements pour créer de la valeur au Maroc. Ok, donc c'est bon. Vous pouvez... Et le deuxième, où il est? Vous avez jamais été au Maroc? Jamais, jamais, jamais? Alors, j'y étais juste en escale. Vous travaillez dans quel secteur, monsieur? Je suis dans l'ingénierie. Alors, vous êtes ingénieur ou bien vous avez une entreprise d'ingénierie? Vous venez du Nigeria et vous travaillez dans l'industrie ingénierie ou vous avez une entreprise qui travaille dans l'ingénierie? Ah, vous travaillez pour une compagnie allemande dans l'ingénierie. Donc, on a besoin de vous.
Alors, je vais m'organiser, je viendrai. Anyone else? Quelqu'un d'autre qui n'a jamais été au Maroc? Vous n'avez jamais été au Maroc, monsieur? Dans quel secteur vous travaillez? Vous êtes journaliste, d'accord, ok. Et un journaliste qui n'a jamais été au Maroc, vous êtes un journalisme de l'économie, c'est parfait. Alors, je ne suis pas... vraiment, je ne sais pas si vous pouvez être intéressé par un investissement au Maroc en tant que journaliste économiste. Je pense que oui, ça pourrait intéresser. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Minister of Industry and Commerce. Honorable ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur Liarzo, distingués invités, Monsieur Shakib Lelj, Distinguished Director of Communication. distingué directeur du partenariat, le ministre de l'Évaluation et des Politiques, Monsieur Zakaria Farahed, très chers ministres, chers ambassadeurs, très chers CEOs et très amis. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici devant vous aujourd'hui pour vous parler donc de la session de l'investissement au Maroc et aussi de la décarbonisation. Et nous allons parler aussi de leadership en termes de décarbonisation. Dans le monde, nous faisons face à plusieurs challenges, plusieurs défis et nous savons que le Maroc aujourd'hui est un des pays qui lead le monde de l'énergie et qui a une vision bien sûr de réussite. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI insiste sur cette implémentation de ce succès dans l'énergie dans notre pays. Et nous faisons en fait aussi le mixage donc de renouvellement de l'énergie et d'installation donc de capacité, de renforcement de capacité entre 2022 et 2024. Et nous sommes en train de travailler avec l'appui du roi à redynamiser le secteur de l'énergie et aussi des différents projets de salinisation à Casablanca. Ce sera donc le premier projet dans le monde entier qui est donc accompagné et qui est donc un projet phare dans le monde de l'énergie. Nous avons donc 3000 mètres cubes d'investissement. C'est vraiment un choix stratégique pour tous les opérateurs globaux qui veulent donc faire une transition, qui veulent donc investir dans le développement dans l'énergie. Pour développer donc ces infrastructures-là, et donc incluant donc le transport, les zones industrielles, et toujours, dans tous ces projets, nous sommes encore en train de travailler dans une image, donc de pouvoir renforcer les capacités du Maroc. Et donc, le Maroc offre donc ces opportunités d'investissement pour une énergie soutenable en Afrique. Merci beaucoup. Alors, pour commencer notre session, donc j'ai l'honneur d'accueillir le ministre de l'Industrie, Monsieur Iya Mansour, pour son discours de bienvenue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. It works, no? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Well, dear friends, we are almost 120 in the room. You have never been to Morocco. I don't have much to tell you, just to tell you a story, small story about my country. We started the journey of industry in the early 50s, after our independence. And we decided to be an industrial country. So we started to invest in automotive. We started to invest in many heavy industry to take over from what have been installed by colonialism. And we had the same program, even in phosphate, for transforming. Et nous avons rencontré une crise, nous avons connu une crise énergétique, plusieurs crises énergétiques, et on a dû arrêter tous nos investissements. Pendant près de 15 ans, nous avons dû arrêter d'investir dans le développement, dans l'éducation.
Nous avons dû stopper les investissements dans les infrastructures. Nous avons dû stopper toute activité qui pouvait nous permettre de développer le pays. C'était très difficile. Et pendant cette période, nous avons également eu 5 années de sécheresse. C'était probablement des périodes les plus difficiles que j'ai vécues pendant tout mon parcours. Mais nous avons un slogan dans notre pays qui dit que lorsque vous rencontrez des difficultés, vous devez au moins en tirer des leçons. Alors, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris, premièrement, que la stabilité est la première et la plus importante notion qui pourra emmener au développement. Nous ne parlons pas d'abord de sécurité, nous ne parlons pas d'abord des investissements, mais nous parlons de la stabilité. La stabilité au sein du pays, la stabilité énergétique. Donc, c'est la première leçon que nous avons tirée de cette période. La deuxième leçon que nous avons tirée, c'est que nous pouvons seulement compter sur nous-mêmes. Nous devons faire nos devoirs, nous devons travailler durement. Et c'est tout cela qui nous conduit à l'énergie et à la décarbonisation. C'est le sujet qui m'emmène ici. Je ne vais pas non plus vous prendre 1 heure. Alors, il y a 10 ans, il y a 15 ans, nous étions encore en train d'importer de grandes quantités. 99% de notre énergie venait des importations. Alors, on exploitait le pétrole, on importait toutes ces énergies-là. Et on n'avait pas la possibilité de garantir l'accès à l'énergie à toute notre population. C'était vraiment très difficile. Alors nous avons décidé, 25 ans en arrière, notre roi a décidé, il n'était pas roi pendant ce moment-là, mais il a décidé d'aller à grande vitesse et à foncer tout droit dans le développement durable. Il était vraiment à fond. Nous avons payé un grand prix et certains managers que nous avons ici, des agences qui sont ici, savent combien nous avons payé pour être aujourd'hui un acteur important dans le domaine de l'industrie. Nous avons dû payer très cher. Et nous avons dû payer un prix qui est assez considérable. Mais ça nous a aidé à nous positionner aujourd'hui dans le domaine mondial. Il nous a permis d'être aujourd'hui ici, et d'être un acteur majeur dans le domaine de l'énergie. Je pense que nous sommes le 2e pays dans la région qui pouvons assurer une sécurité énergétique dans le monde. Et je le répète, et j'en suis fière, nous sommes le seul pays dans la région qui est capable d'assurer la sécurité énergétique de la région et même de l'Europe. Order one. Et je pense que personne d'autre a cette capacité-là aujourd'hui. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Rwanda et nous sommes à l'Africa Sea Forum. Nous, Marocains, et l'instruction de notre roi, nous croyons, bien sûr. Et nous sommes engagés dans ce développement du continent. Nous sommes pleinement engagés, totalement engagés dans ce processus de développer donc le continent africain. Et nous vous suggérons d'apprendre, bien sûr, de ces leçons. Nous avons appris de nos leçons, nous avons appris de nos erreurs pour développer notre transformation, pour développer notre pays. Et notre ambition, et l'ambition de notre roi, c'est de pouvoir positionner le Maroc en tant que le pays qui a plus d'importance dans l'exportation d'énergie. Nous voulons, bien sûr, aider et transformer. Nous voulons transformer en fait la voie de l'Afrique dans la production en créant de la valeur, en créant du travail, en créant de l'emploi. Parce que nous sommes la seule région dans le monde
qui a besoin, bien sûr, de tripler ses capacités. Et nous, notre mission, notre ambition, c'est de pouvoir développer le secteur privé, le secteur public, et ça, c'est notre travail. Nous voulons faire du bon travail, un bon travail, seulement le travail. Et nous sommes en train de le voir, nous sommes en train de travailler sur ça. Et la décarbonisation, pour nous, c'est la solution pour produire du travail, pour produire de l'emploi. Pourquoi je dis ça? Alors, en premier, c'est le marché le plus en vue pour pouvoir développer, donc pour développer des produits de décarbonisation. Et nous savons que nous pouvons le vendre et nous voulons le vendre, ce produit-là. Nous faisons, disons, tout ce qui est désignation, tout ce qui est mis en place de ce produit-là. Nous savons que pour produire ce genre, nous avons besoin d'énergie. Et ça, c'est la meilleure manière pour nous de pouvoir avancer, de pouvoir développer. Et c'est le seul moyen pour nous de produire de l'énergie. Et pour être capable d'être le développeur de l'énergie dans le continent. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Nous sommes en train de le faire et nous le faisons de la meilleure manière. Nous sommes en train de le faire de la meilleure manière plus possible parce que nous avons tout le support, nous avons tout l'accompagnement pour avoir ce succès-là. Merci beaucoup. Thank you. Thank you, Minister. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour ces propos. Alors, pour continuer donc cette session, et merci pour vos derniers mots que vous avez dit, la meilleure manière pour le faire, c'est ça. Alors, la raison de bonne leadership du Maroc, c'est la vision. C'est la vision de notre Majesté, le roi Mohamed VI. Mais c'est aussi, bien sûr, l'institution très, très rigide, très forte que nous avons derrière et qui nous accompagne donc pour développer. Et aujourd'hui, la participation du secteur privé nous rassure en fait sur ce succès-là. Et nous allons accueillir M. Chahib, donc, qui est le président de la Confédération du Maroc. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est vraiment très difficile de pouvoir prendre la parole juste après notre ministre du Commerce, et parce que spécialement mon discours sera en français. Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, décarboner pour prospérer. Ces deux termes sont devenus de nos jours quasiment synonymes. En effet, décarboner n'est plus seulement une nécessité écologique, mais un impératif pour prospérer durablement à un moment où chacun de nous ressent les effets du changement climatique dans son quotidien. J'aimerais saisir cette plateforme qui m'est donnée aujourd'hui pour rappeler que les pays qui polluent le moins, à savoir les pays africains, nos pays, sont ceux qui subissent le plus les conséquences désastreuses de la crise climatique. Réduisant, parfois en ayant tous les efforts de progrès, la bonne nouvelle est que la prise de conscience est de plus en plus forte. Maintenant, l'action doit suivre. J'aimerais vous exposer quelques chiffres parlants. Les réserves totales d'énergie solaire théoriquement disponibles sur le continent sont estimées à 60 millions de térawatts par an, contre 37,5 millions pour l'Asie et le Moyen-Orient et seulement 3 millions pour l'Europe. Cependant, les capacités solaires de l'Afrique ne représentant que 1% du total de la production mondiale, sans parler de l'éolien et de l'hydrogène vert. Donc le temps est venu pour explorer ce potentiel en matière d'énergie renouvelable afin d'industrialiser notre continent et d'instaurer les bases d'une économie africaine verte, prospère et créatrice d'emplois pour notre jeunesse. Et ça, le Maroc l'a compris depuis plus de 15 ans maintenant. Notre pays a engagé des mesures concrètes pour s'orienter dans la voie d'un développement durable, des mesures que l'on trouve dans toutes les stratégies et projets sous le leadership éclairé de notre souverain. La stratégie énergétique nationale, lancée dès 2009, marque la première étape essentielle dans la volonté du Maroc de transformer son modèle énergétique et de s'inscrire dans la transition. L'objectif du pays, d'augmenter la capacité de production de sources renouvelables à plus de 52% du mix énergétique en 2030, lui permettra d'assurer sa souveraineté énergétique, de garantir un accès généralisé à l'énergie, d'accélérer la croissance économique et l'industrialisation tout en préservant l'environnement. Tout cela
en renforçant davantage le positionnement régional et international du Maroc dans ce secteur. Cette stratégie énergétique permettra aussi au Maroc d'honorer ses engagements internationaux pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Pour concrétiser ces ambitions, des investissements soutenus sont nécessaires, estimés à plus d'1 milliard de dollars par an. Ce montant devra être multiplié par 3 si nous souhaitons une accélération pour le développement des énergies renouvelables. Dans le cadre de sa transition vers une économie plus propre et durable, le Maroc se positionne aussi pour devenir un acteur majeur dans l'hydrogène vert via la publication de son offre en la matière. Fort de ces nombreuses initiatives, qu'elles soient publiques ou privées, le Maroc consolide ainsi sa position de hub africain de la décarbonation en combinant ses ressources naturelles abondantes, sa proximité géographique avec l'Europe et un savoir-faire acquis au fil du temps en matière de développement durable. Ceci est également le résultat d'avancées exceptionnelles enregistrées dans notre pays sur les 25 dernières années, et ce à tous les niveaux, que ce soit au niveau des infrastructures, le climat des affaires, stabilité macroéconomique et sociale, capital humain performant et compétitif, la disponibilité du foncier et de l'énergie à des coûts intéressants et une ouverture sur le monde via des accords de libre-échange dépassant plus de 50 pays. Le Royaume offre en ce moment même un dispositif très incitatif via une nouvelle charte d'investissement. Le secteur privé marocain, engagé et déterminé, y adhère à 100% pour atteindre les objectifs escomptés. Mesdames et messieurs, afin d'accompagner la dynamique positive que connaît notre pays en termes de développement des énergies renouvelables, mais aussi d'organisation des événements sportifs mondiaux, le secteur privé se doit également exemplaire, résilient et innovant. Au sein de la CGM, nous avons très tôt pris conscience des défis liés au changement climatique. Notre objectif est en clair, accélérer la dynamique d'action climatique en cours et offrir aux entreprises marocaines des outils utiles et efficaces pour saisir pleinement les opportunités offertes par la transition verte. Notre confédération a été l'une des premières organisations professionnelles à disposer de commissions dédiées au développement durable et à formaliser une charte de responsabilité sociétale précise et complète, à portée internationale et qui est dans la continuité. Nous avons lancé en 2006 notre label RSE qui reconnaît l'engagement sociétal et environnemental des entreprises marocaines et promeut un développement durable et inclusif. Et ce label continue à vivre et d'être attractif. La semaine dernière, nous avons, à titre d'exemple, labellisé 3 nouvelles entreprises. Nous avons aussi une collaboration avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, travailler sur des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre et fournir aux entreprises des outils parmi lesquels l'outil de bilan carbone. Une autre initiative concrète est le guide de décarbonation de la CGM que nous avons développé en partenariat avec la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne. À travers ces actions et d'autres encore, notre objectif est non seulement de stimuler la compétitivité de nos entreprises, mais aussi de promouvoir l'investissement et la création d'emplois sur notre marché et en dehors de notre marché. Nous souhaitons faire cela dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant avec les opérateurs économiques africains. La CGM a effectué récemment une étude sur les complémentarités entre les chaînes de valeur africaines. Les résultats préliminaires de cette étude que nous aurons le plaisir de partager lors du forum dédié à la PME africaine prévu fin décembre prochain seront édifiants. En alignement avec la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le secteur privé marocain reste fidèle à son engagement, celui de contribuer activement au co-développement et au progrès de l'Afrique. Et c'est pour cela que nous sommes ici à Kigali aujourd'hui, parce que nous croyons très fort en les atouts de notre continent, parce que nous croyons très fort en la jeunesse de notre continent et parce que nous croyons très fort à la collaboration africaine. Merci de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais aussi remercier et signaler donc la présence du président du Board au développement de Rwanda.
Et nous sommes très, très heureux d'être ici à Kinagi. Merci de nous recevoir dans cet événement. Alors, comme vous l'avez mentionné, comme M. Raj l'a aussi mentionné, le secteur privé est aussi pour nous un secteur porteur, voilà, qui nous permet donc d'avoir des gros investissements, être aussi le centre de tous les investissements de notre pays. Et nous sommes vraiment très heureux de recevoir sur le plateau, bien sûr, notre prochain invité, qui est donc M. Zakaria Farerat. Merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction. Bienvenue à tout le monde dans cette session Invest Morocco. Cette session que nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de une présentation. 20 years, Morocco went. Ces derniers 10 ans, le Maroc a été donc l'élément porteur des investissements dans le marché. J'aimerais vous présenter une vidéo. Comme vous savez, les images parlent mieux que l'humain. Donc, je voudrais vous présenter cette vidéo. I think we have an issue with the sound. Alors, comme je disais tout à l'heure, que les images parlent. Et bien sûr, je suis vraiment humble, mais je suis aussi très fière des ambitions. Je suis très ambitieux par rapport, pas seulement du Maroc, mais je suis ambitieux, je suis fière, je suis très, très honorée d'être africain. Et quand je vois, bien sûr, notre avancée, les progressions que nous avons fait pendant ces dernières années, je suis encore plus fière de pouvoir positionner le Maroc en tant que pays porteur des investissements en Afrique. Et bien sûr, avec vous, j'aimerais bien qu'on se rappelle ce que le ministre nous a dit tout à l'heure, Excellence a dit tout à l'heure, aussi quelques semaines quand nous étions en train d'échanger. Nous avons parlé de l'avancée que le Maroc a pu faire en 20 ans. Nous avons pu gérer, bien sûr, tout ce que le Maroc a comme exportation. Donc, les tomates, nous avons exporté des voitures, nous avons exporté des technologies. Et c'est pour nous une très grande fierté. Comment nous avons pu faire, comment nous avons pu driver, comment nous avons pu gérer tout ça. Parce que nous avons pu avoir une stabilité économique et politique. Et ça, c'est très important. Pour chaque économie, pour que chaque économie se développe, il ne faut pas avoir une très grande stratégie. Il faut juste avoir une stabilité politique et économique. Et le Maroc, aujourd'hui, nous savons avec notre roi, nous avons cette stabilité-là. Et donc, il nous permet donc d'avoir un développement macroéconomique. Nous avons aussi
une économie et un environnement économique très stable qui permet donc de pouvoir continuer dans cette stabilité. Et ça permet aussi à notre économie de se stabiliser et donc d'avancer. Et ça, c'est la clé pour avoir une bonne gestion économique et une bonne représentation sur le continent. Et nous avons aussi cette continuité-là de développement de stratégie qui nous permet aussi de pouvoir atteindre nos objectifs et de continuer à pouvoir prospérer. Nous avons cette continuité qui nous permet aujourd'hui de développer des stratégies plus intéressantes dans notre développement. Le deuxième aspect qui est vraiment très important pour le Maroc, quand vous regardez depuis 2019, nous avons eu une stratégie très massive, très inclusive. Nous avons pu mettre en place de l'énergie renouvelable, des infrastructures qui nous permettaient donc d'exploiter les énergies renouvelables. Notre target aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir à peu près de 20%, sont passés à 30%. Et pour nous, ce n'est pas d'être arrogant, mais c'est vraiment de nous permettre d'être rassurés, d'être sûrs de ce que nous faisons. Et nous avons aujourd'hui nos différentes ressources qui nous permettent de pouvoir atteindre nos objectifs. Quand je parle donc de l'énergie, de ressources d'énergie, je peux vous parler en regardant cette carte. Quand vous le regardez, qu'est-ce que vous voyez? Le Maroc aujourd'hui est le pays globalement qui a un niveau de soleil très très important. Le Maroc est aussi le premier dans le monde qui permet donc de pouvoir travailler avec une énergie renouvelable. Et quand vous voyez, on a l'impression que nous avons le meilleur soleil, nous avons les meilleures infrastructures, mais quand vous regardez très bien, nous avons la meilleure combinaison de succès parce que nous savons ce que nous voulons et nous sommes vraiment bénis par Dieu, mais nous savons que quand nous avons cette chance d'avoir ce soleil qui nous vient de manière naturelle, nous pouvons donc continuer à exploiter cela. La deuxième chose, comme je disais, c'est que nous avons parlé aussi tout à l'heure de pouvoir travailler dans les énergies renouvelables. Mais il faut savoir comment travailler et travailler de manière efficace. Et nous avons à peu près 55 projets dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et c'est pour nous très important de le mettre en avant parce que ce sont avec ces infrastructures que nous avons mis en place, ce sont les plus grandes implantées en Afrique. Et nous avons aujourd'hui la possibilité de le présenter, de le montrer, parce que ça permet en fait, à chaque fois qu'on a une idée, de pouvoir la développer. Grâce, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, à ces stratégies-là que nous avons pu mettre en place. Nous avons aussi, avec la coordination de notre ministre, nous avons la possibilité de pouvoir achever, de pouvoir compléter avec succès tous nos projets. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois tous ces directeurs, ces managers qui sont présents là, je sais que pour vous, c'est important de parler de l'énergie verte. Et c'est bien sûr aussi un impact important de pouvoir décarboniser de notre côté. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons de technologie, nous parlons d'énergie, nous parlons aussi de comment nous pouvons faire transférer notre message pour permettre aux investisseurs de connaître et de pouvoir venir. Il y a quelques semaines de cela, le Maroc a été classé dans le top 6 des infrastructures. Et quand nous venons devant ce genre de parterre, nous avons tout, par la grâce de Dieu. Nous avons les infrastructures, nous avons les énergies, nous avons aussi les opportunités. Et nous avons été classés 6e dans le programme. Et nous sommes mis en avant comme le pays qui a plus d'opportunités d'investissement. Et nous donnons ces informations aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que nos infrastructures donc, sont prêtes à accueillir tout type d'investissement. Et laissez-moi mieux expliquer. Je pense que je vais m'arrêter là, mais mes collègues vont vous expliquer plus en détail. Alors, tout ce que nous avons fait ensemble. Tout ce que nous avons fait avec l'accompagnement et l'impact de nos ministres et de notre roi. Et aujourd'hui, nous pouvons parler et nous pouvons être fiers de notre programme de renouvellement d'énergie. Et nous sommes bien sûr accompagnés par les différentes entreprises qui ont à cœur la décarbonisation. Nous sommes aussi un pays très attractif et nous sommes attractifs pour ces grandes compagnies mondiales qui y voient bien sûr un intérêt. Nous avons Danone, vous voyez Nestlé, vous voyez là sur le tableau Dislog, vous avez Namagem. Ce sont vraiment des grosses entreprises qui sont très intéressées. Et c'est aussi parce que nous sommes capables de pouvoir leur offrir tout ce qui est positif et tout ce qui est infrastructure dans le milieu d'investissement.
Nous avons bien sûr pris à cœur de pouvoir faire tout cela un pas après l'autre, avec bien sûr en tête la possibilité de faire cela de manière positive. Et pour toutes ces entreprises qui sont présentes dans le pays, elles ont bien sûr un intérêt à le faire parce qu'elles y gagnent. Là, je vais vous montrer, et peut-être vous montrer bien sûr le classement des infrastructures mondiales. Aujourd'hui, le Maroc est l'un des plus grands investisseurs en Afrique et dans le monde, on va dire. Tout d'abord, ces investissements viennent du secteur public. Parce que quand je vous dis un des plus grands, je le dis parce que effectivement, c'est la réalité. Le plus grand port en Afrique et dans la Méditerranée. Nous avons ces infrastructures-là et nous avons ces infrastructures parce que nous arrivons à bien gérer nos investissements. Et c'est pour ça que nous sommes classés dans le classement mondial de production des sources. Et il y a un grand hub que nous savons. Et vous savez que le Maroc est le plus grand hub des infrastructures en Afrique. Et nous voulons bien sûr aspirer à plus grand. Et ce sont les deux, bien sûr, deux points importants. Et nous sommes aussi le deuxième pays à produire des automobiles, des voitures dans le monde. Et quand nous parlons bien sûr de l'espace de travail, nous avons un écosystème aujourd'hui qui nous permet de pouvoir s'ouvrir à des infrastructures, à des entreprises encore plus grandes. Et laissez-moi vous donner une idée. Pour améliorer cette vision que nous avions. Et comme vous le voyez aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aider ces entreprises-là. Et nous les aidons à se développer, à devenir un peu plus grandes et à devenir des industries. Nous parlons de grands groupes, nous parlons d'entreprises qui investissent dans le social, nous parlons d'entreprises qui investissent dans l'industrie. Et grâce aux investissements qu'ils ont eu au Maroc, aujourd'hui, ce sont des entreprises fortes qui peuvent donc être mises en valeur sur le marché international. Alors, le Maroc est aussi le premier pays qui arrive donc à drainer les investissements pharmaceutiques en Afrique. C'est le premier qui produit bien sûr des médicaments pharmaceutiques en Afrique. Ça, c'est ce que vous aurez, ça, c'est ce que vous avez si vous pensez d'investir dans un Nous parlons donc des différents marchés de consommation, la connectivité
et nous sommes présents bien sûr dans 55 pays et avec une connexion avec différents ports. Nous avons aussi la possibilité de drainer toutes ces infrastructures-là par la voie terrestre et nous avons la possibilité de le faire en 24 heures. Nous avons le transport de ces marchandises vers l'Afrique, vers la Côte d'Ivoire en 10 jours, vers les États-Unis en 10 jours et vers l'Afrique du Sud en 15 jours. Parce que tout ce dont nous avons besoin, nous avons cette connectivité-là. Alors, nous allons avancer tout doucement vers notre prochain point. Notre capital humain est très important aussi pour nous et nous travaillons à le développer et nous le respectons. Et nous savons que dans ces genres de pays et même aux États-Unis, le capital humain est celui-là qui est le plus important parce que c'est lui qui drive et c'est lui qui accompagne toutes ces infrastructures-là. Et on a besoin bien sûr d'un background. Nous avons 29 ingénieurs. Une connexion, un bon réseau. Vous avez besoin de n'importe quoi, on va dire, que ce soit du papier ou tout ce qui est inhérent à votre investissement, vous l'aurez au Maroc. Je voudrais donc vous montrer sur cette slide un excellent exemple de notre exécution de notre écosystème qui est défini. Alors, nous avons là en image la zone industrielle que nous avons développée en 2020. Et aujourd'hui, nous avons sous effectif plus de 600 ou 6000 entreprises implantées dans notre hub. Et ça, c'est ce que nous arrivons à générer quand nous investissons au Maroc. Je voudrais juste ajouter une dernière chose pour pouvoir résumer ce que je suis en train de dire. Alors, il faut que vous ayez en tête ce qui est clair aujourd'hui et de voir que les partenaires africains sont... vous avez la réponse à votre investissement si vous venez au Maroc. Le Maroc est aujourd'hui le pays qui vous met en avant, qui permet de pouvoir développer votre... Thank you very much. Merci beaucoup, merci. Nous allons donc continuer avec la signature du mémorandum entre les deux pays, entre le Maroc et le Rwanda. Donc, nous allons procéder donc à cette signature.
Merci beaucoup. Ça, c'est un exemple, bien sûr, de la coopération sud-sud et nous devons l'applaudir. Donc, pour continuer donc, cette session, je suis très heureuse donc, de commencer le panel. Je vais donc, et quel type de panel? C'est un panel très rigoureux. Je suis très honorée donc, Monsieur Sihamet Titi, qui est le CEO de OCP Africa et le vice-président donc de OCP Africa. Monsieur Cheikh Omar Silla, qui est le directeur de RANAF Africa et de la région Sud-Afrique de l'Ouest de l'IFC. Thank you, everyone. Thank you for being here. So I think we have the best panel to talk about. Je pense que nous allons Africa ici sont donc les premiers, donc la Royal Maroc est la première compagnie donc qui a fait les vols sans émission d'acide carbone. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus un aperçu sur les stratégies que vous avez entamées pour pouvoir développer donc Royal Air Maroc et votre écosystème économique? Good afternoon, everybody. Thank you, Ons, for this. Bonsoir à tous. Avant que nous avons utilisé l'énergie verte, mais ce sont juste des nombres. Et donc, en tant que compagnie, There are only three ways. Nous avons trois manières pour pouvoir développer ça. Et alors, nous avons About the liberty of traveling from a point to another one. The second way, la deuxième. Et nous avons pris 25 ans pour le faire. Et la seule solution que nous avons pu avoir dans cette empreinte carbone, c'est de pouvoir développer donc notre soutenabilité de l'environnement. Et c'est pas vraiment disponible aujourd'hui. Et il faut aujourd'hui, nous ayons en fait la production qui est moins de 1% de la production mondiale. Et vous devez savoir, bien sûr, qu'avec l'impact de soutenabilité environnementale, nous avons pu développer cela. Et ça a été vraiment un moyen très efficient pour nous de pouvoir développer cela. Et comment nous avons pu le faire? Ça a été, bien sûr, pour nous, la possibilité de pouvoir développer il y a 25 ans de cela, cette infrastructure. Et les compagnies dans lesquelles nous avons investi aujourd'hui est une compagnie bien installée et on va dire qu'il y a une bonne réputation dans le monde. Et c'est vraiment pour nous un bon exemple, hein, et c'est un domaine dans lequel nous avons pu développer, bien sûr, des infrastructures importantes.
le continent. Et c'est vraiment très intéressant pour nous. Si vous voulez donc investir, il faut que vous ayez donc des bonnes places pour l'investir. Il faut que vous ayez une bonne intégration dans votre pays. Il faut que vous ayez aussi, bien sûr, une bonne vision de ce que vous voulez faire. Pour nous, ce cas de figure-là a été très important pour nous parce que nous n'avons pas fait dans le vide. Nous avons pu être un peu plus proches de l'Europe. Nous avons pu implanter ces infrastructures-là comme nous le voulions dans notre pays et a pu par la suite exporter nos connaissances là, vers l'étranger. Et ça nous a permis de pouvoir capitaliser et de devenir très fort sur le marché. Et c'est très optimiste comme vision, comme je vous dis. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer sur... Merci beaucoup. Alors, voilà donc ce que l'industrie doit faire pour, n'est-ce pas, ses efforts de décarbonisation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques réflexions par rapport aux initiatives de votre entreprise que vous mettez en œuvre pour la réduction donc, des émissions de carbone dans vos activités? Merci beaucoup. Je suis président. Et par ArcelorMittal, qui est donc le leader mondial, et voilà, de l'acier. Alors maintenant, nous avons donc toutes les industries un peu qui sont désuètes, mais nous sommes toujours dans la modernité, puis dans l'ère de la modernité, et je vais essayer donc de vous convaincre que nous sommes dans la décarbonisation. Alors, juste pour vous expliquer, n'est-ce pas, l'industrie du ciment. L'industrie du ciment est responsable, pas responsable, bon, est plutôt responsable ou compte pour 57% donc des émissions dans le monde. Et puis, l'industrie de l'acier compte pour 7% donc des émissions de CO2 dans le monde. Alors, il existe donc une grande responsabilité pour les acteurs de cette industrie pour réduire, n'est-ce pas, de manière dramatique, n'est-ce pas, l'empreinte carbone. Alors, ce n'est pas si facile, mais nous travaillons là-dessus. Maintenant, il y a beaucoup de pression, notamment avec disons, à partir de l'Europe pour arriver donc à l'émission de zéro d'ici 2050. Voilà, c'est un calendrier moyenne du monde donc, en termes d'empreinte carbone. Et puis, nous faisons de notre mieux et puis nous sommes les meilleurs dans tout le groupe SIM. Donc, avec 180 usines dans le monde, donc notre entreprise, c'est la meilleure en termes donc d'empreinte carbone et aussi dans d'autres choses aussi, notamment la productivité. Mais ici, dans le secteur du ciment, nous faisons de notre mieux en termes d'efficacité énergétique et donc en utilisant donc du combustible alternatif et en utilisant, n'est-ce pas, pour réduire, n'est-ce pas, les facteurs donc qui dans le secteur du ciment. Donc cela nous permet, n'est-ce pas, d'y arriver d'ici avec 500 kg par tonne de ciment. Alors maintenant pour l'avenir. Ce n'est pas non plus suffisant. Nous avons beaucoup à faire et nous le faisons d'ailleurs aujourd'hui. Il y a donc la recherche et le développement. L'innovation donc est absolument la clé. Et puis il existe n'est-ce pas, de grands travaux et dans le monde avec de grands acteurs pour trouver, n'est-ce pas, les bonnes solutions. Les bonnes solutions, c'est d'avoir de grands projets avec, n'est-ce pas, la capture et le stockage du carbone ou la séquestration du carbone.
et la capture ou la séquestration du carbone et la réutilisation pour d'autres usages. Et puis aussi, peut-être, dans les années 30, donc d'ici à partir de 2030, il y aura d'autres alternatives pour produire, n'est-ce pas, du ciment, et puis pour éviter, n'est-ce pas, les réactions chimiques qui, en fait, d'efforts et de recherche. Mais au Maroc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais aujourd'hui, il n'y a pas donc de séquestration du carbone à l'échelle industrielle pour la réutilisation dans le monde. Alors, le Maroc et d'autres travaillent là-dessus et nous essayons donc n'est-ce pas, d'y arriver le plus vite possible. Et je pense que le Maroc offre, n'est-ce pas, une bonne capacité de séquestration du CO2 dans de bonnes conditions. Et alors, pour l'industrie de l'acier, c'est un peu différent. Pour l'industrie de l'acier, il y a 67% d'acier qui sont produits par Arnold. Donc, c'est là où on trouve les émissions de carbone. Et puis, 30% donc viennent donc du recyclage. Alors, au Maroc, nous n'avons pas, n'est-ce pas, de processus Arnold. Nous avons donc des processus de recyclage. Et puis, les processus de recyclage deviennent verts si l'on utilise, n'est-ce pas, un combustible vert. Alors, par exemple, le Maroc est certifié au niveau européen parce qu'on utilise, n'est-ce pas, environ 90% d'électricité. Parce que le processus de recyclage est basé sur l'électricité, donc avec donc des combustibles électriques. Alors là, donc maintenant, le plus grand travail est fait pour la décarbonisation des processus de base, et puis aussi avec Arnold, à partir donc du carbone qui en fait produit du CO2, il y a des évolutions qui doivent être faites. Alors, il y a donc beaucoup de recherches de à partir de l'Arnold et puis exporter l'acier vers l'Europe, l'Afrique et d'autres marchés. Alors cela est aussi, dont tous les acteurs travaillent vers cela. Alors, cela va être fait, mais nous parlons des projets qui donc se projettent sur le long terme. Cela sera fait. Je crois qu'il y aura des succès dans cette façon de décarbonisation. Mais il y a un coût attaché à cela. Donc, la transformation complète des processus, donc il y aura donc un surcoût sur la production. Disons, dans 10 ans, il y aura une épargne. Donc, ils peuvent absorber ce coût supplémentaire. Ce que nous essayons de faire, c'est de nous assurer que le Maroc et probablement d'autres marchés africains peuvent aussi, n'est-ce pas, se placer sur cette trajectoire donc de l'énergie verte, même s'il y a donc d'autres problèmes tels que l'inflation et d'autres. Mais je peux vous dire que nous sommes
récemment, et c'est quelque chose qui est différent, parce que cela, c'est une vision claire par rapport, n'est-ce pas, à la disponibilité des processus où vous jouez un rôle de base, donc dans le projet hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'importance stratégique de cette politique pour le pays et aussi pour atteindre, n'est-ce pas, la souveraineté énergétique pour être donc un leader en la matière? Merci beaucoup. Merci pour tout ce panel. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à cela? Après, donc, le discours du ministre. C'est un discours important pour le président de la Confédération des entreprises et puis nos collègues qui viennent nous parler. Alors, peut-être que je voudrais un peu revenir un peu en arrière pour essayer de répondre à la question principale. Notre objectif principal, c'est la croissance, le développement et la croissance durable et le développement. Alors, pour y arriver, l'un des éléments clés, c'est l'énergie. Parce que chaque croissance, chaque développement a besoin d'énergie. Pour que cela soit durable, il faut avoir, n'est-ce pas, l'énergie durable. Alors, pour y arriver, d'abord, il faut qui implique donc toutes les parties, les opérateurs des réseaux électriques, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, les communautés elles-mêmes et la population, avec un programme où chacun donc a pu contribuer, et aussi longtemps que donc après 10 ans, on peut, n'est-ce pas, arriver à plus de 80% après 50% où on avait donc 19% d'accès. Alors maintenant, l'accès à l'électricité est un élément très essentiel. Et puis, c'est quelque chose que nous pouvons donc partager avec nos frères africains au Sénégal et au Tchad et dans d'autres pays où nous avons la collaboration dans ce secteur-là. Et puis, de deux, c'est l'accès à, disons, au coût optimisé de l'énergie. En Afrique, c'est que nous avons de bonnes ressources fossiles, mais aussi des ressources renouvelables. Mais en Afrique, vous savez, il y a un changement vers l'éolien, l'hydro et aussi l'énergie fossile. Alors, en utilisant donc tout cela, nous essayons donc d'optimiser le coût de l'énergie d'une part, d'autre part, on contribue, n'est-ce pas, à la décarbonisation. Et puis, au Maroc, à partir de 2009, nous avons commencé notre parcours de décarbonisation, mais avec une vision claire de Sa Majesté. On arrive à 41% pour le moment. Alors, nous voulons donc, en termes de capacité, on aura plus de 4,7 gigas donc, qui sont opérationnels. Et puis, nous avons aussi, n'est-ce pas, un grand coût pour l'opération et la construction. Maintenant, cela va nous permettre donc à atteindre donc au niveau qui est déjà en cours de développement. Mais tous ces efforts ne sont pas suffisants pour arriver à la décarbonisation parce que l'énergie, le réseau donc représente seulement 25% de la consommation énergétique. Si vous voulez donc décarboniser toute l'économie après avoir abordé les autres secteurs économiques, notamment le transport, l'industrie, mais aussi d'autres secteurs. Et l'un des vecteurs clés
qui a été identifié aujourd'hui, c'est donc l'hydrogène vert. Pourquoi l'hydrogène vert? Tout le monde parle de l'hydrogène vert comme la solution du futur, mais c'est l'une des solutions, pas la seule. Et on ne peut pas électrifier tous les secteurs dont on utilise l'hydrogène afin d'utiliser, n'est-ce pas, les technologies actuelles en termes de combustion par l'hydrogène vert. Alors, dans ce secteur, le Maroc a les meilleures ressources dans le monde. Il y a l'éolien et le solaire, comme cela a déjà été expliqué. Pour compléter ce que vous avez dit, nous avons en fait euros donc par kilowattheure. Cela nous permet d'avoir, n'est-ce pas, l'électricité durable pour 85% du temps. C'est presque, n'est-ce pas, arrivé à qui est donc complètement décarbonisé avec un prix optimisé. Là, c'est un élément clé pour, n'est-ce pas, l'hydrogène vert. Et nous croyons que cela a été montré par les études. Nous avons trouvé la meilleure façon donc d'aborder ce nouveau développement. Le gouvernement donc, du Maroc est sous l'instruction donc de son Excellence, de Sa Majesté, et donc nous allons voir comment nous allons donc, n'est-ce pas, gérer ces projets à large échelle. Alors, le pilier clé qui a déjà été identifié, c'est d'abord l'engagement du gouvernement et donc à partir du sommet de l'État. Et puis de deux, c'est le potentiel, un grand potentiel. Nous parlons, n'est-ce pas, de douzaines donc, de gigawatts, avec des milliards d'investissements. Alors, et puis il y a aussi les infrastructures existantes et les infrastructures en cours d'élaboration pour le transport, n'est-ce pas, de l'hydrogène vert, et aussi les équipements qui peuvent être produits donc avec cet hydrogène vert. Et bien sûr, il y a la gouvernance qui a déjà été établie où nous essayons de faire ces développements pour que cela soit fait en partenariat et en coopération avec d'autres investisseurs. Alors, nous sommes en train de travailler avec d'autres investisseurs négocier les externalités et puis nous allons leur dire ce que nous voulons pour ce développement. Ce n'est pas seulement pour que ce soit une activité d'extraction. Nous voulons investir, ou nous voulons apporter plus de valeur dans notre économie du Maroc, donc de manière horizontale et pour intégrer donc ces industries afin d'installer ces capacités au Maroc et dans le secteur automobile, aéronautique. Et nous croyons que ça va être, n'est-ce pas, être possible avec, comme M. Hardit l'a dit. Et donc, nous voulons avoir aussi avec des industries au Maroc, et puis, alors tous ces ingrédients-là, au niveau, avec l'intégration horizontale et verticale, donc cela est vraiment la cible pour le Maroc. Et puis, bien sûr, les capacités humaines, comme on l'a vu avant, nous avons des ingénieurs qualifiés, et je peux mentionner Mazem, où nous avons... Nous sommes arrivés à 40% de moyenne. Plus de 50% de nos collègues à Mazem sont des femmes. Et c'est aussi conforme, n'est-ce pas, à nos cibles principales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, à présent, M. Mohamed Iti, de CD Africa. Bon, je sais que nous pouvons beaucoup
nous pouvons parler de la décarbonisation donc tout au long de la chaîne de valeur avec l'ammoniac vert, l'hydrogène vert et puis aussi des solutions innovantes pour l'agroalimentaire, pour, n'est-ce pas, l'agriculture écologique avec des projets déjà lancés en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus, n'est-ce pas, nous parler des stratégies que vous avez donc dans le secteur de la décarbonisation? Je sais que je représente n'est-ce pas, l'aval en termes donc de chaîne de valeur. Alors maintenant, à l'amont. Bon, pour la partie en amont de la chaîne de valeur. Alors, vous savez que le CP donc est engagé donc vis-à-vis des ODD, notamment le numéro 2, pour mettre fin à la guerre et puis le changement climatique. Alors, pour cela, nous nous sommes fixés des objectifs, voilà, dans les objectifs ambitieux. D'ici 2030, nous voulons donc diminuer de 30% de 30% notre empreinte de carbone. Et puis, en 2040, plus de 40 milliards de dollars qui visent d'abord à produire notre énergie verte. D'ici 2027, nous allons donc arriver à 10 gigawatts donc d'énergie verte. Et puis nous allons produire notre eau non conventionnelle par dessalination avec donc des installations de 560 d'ici 2027. Alors nous sommes à partir des ressources renouvelables, mais cela va nous permettre à produire l'ammoniac, 1 million de tonnes et plus de 3 millions d'ici 2030. Pourquoi cette phase du projet? Parce que nous croyons qu'avec nos collègues de l'université qui sont là, ils vont nous aider à décroître, à diminuer le coût. Et parce que nous avons diminué l'ammoniac, des nutriments qui vont nous aider et parce que nous voulons réduire les émissions, parce que les émissions viennent donc de la logistique. C'est pour cela que nous croyons que la production des produits taillés sur mesure pour l'industrie pharmaceutique va donc diminuer l'impact environnemental. Alors maintenant, à l'avenir, projet certifié pour plus de 230 hectares. Alors maintenant, au Maroc, nous allons arriver à 6 000 hectares pour toute l'Afrique. Donc, nous parlons du Maroc, du Nigeria, du Kenya et d'autres pays. Nous, avec cette agriculture, donc avec Monte Carbone, donc nous espérons que nous allons donc accroître la récolte et puis nous allons donc avoir des avantages avec ce carbone. Donc, cela donc va nous aider à notre objectif pour, n'est-ce pas, cette agriculture carbonique. Donc, c'est que nous aurons 6 millions d'hectares d'ici 2007 dans le monde. Alors maintenant, nous travaillons sur 6 millions d'hectares d'ici 2000 pour la séquestration du carbone. Pourquoi est-ce que nous faisons cela, surtout en Afrique? C'est parce que, puisque nous avons commencé en Afrique, nous avons commencé avec 3 millions d'agriculteurs, et puis nous avons identifié plus de 600 millions d'hectares. Alors maintenant, nous avons dit que nous sommes bien positionnés pour le faire, pour initier, n'est-ce pas, cette
des terres africaines sont affectées, n'est-ce pas, par la désertification. Alors nous avons décidé qu'il ne faut pas faire des erreurs, nous devons être un modèle pour les autres. Et pourquoi nous demandons aux autres de changer, de joindre leurs efforts avec nous pour faire, n'est-ce pas, pour ce parcours, pour arrêter d'avoir un impact climatique sur dernier à parler. Pour moi, c'est difficile, mais en même temps facile. En même temps, vous l'avez dit, et j'étais content de voir l'IFC était l'un des partenaires clés pour le secteur privé au Maroc. Et au cours des 3 dernières années, on avait investi plus d'1 milliard de dollars et nous savons que nos activités donnent un investissement aux entreprises privées, à celles de l'État, et qui sont bien gérées au niveau de l'ACP. Il y a une bonne collaboration entre nous et puis nous avons aussi un bon programme consultatif quand il s'agit du programme consultatif de décarbonisation. Pour nous, c'est très vital puisque ça aide les entreprises à identifier, savoir comment elles peuvent améliorer une opération verte. Nous avons un certain nombre d'exemples que nous avons déjà eu au Maroc. Une chose qui est importante, puisque je peux dire peut être vert, bien aller vers seulement ça, engageant à travailler avec le secteur privé, avec le secteur financier, puisque au final, vous devez atteindre les PME, mais il est important d'y mettre aussi un écosystème approprié. Nous accompagnons le Maroc, nous travaillons ensemble dans l'écosystème pour les bandes vertes, pour les banques. Nous accompagnons les banques pour en fait accompagner les évaluations de risques climatiques, bien sûr en finançant les activités en faveur des PME. C'est très important. Donc pour moi, le Maroc le Maroc est exceptionnel, extraordinaire sur la carte. C'est seulement comme ça qu'on peut mettre à l'échelle tous les bailleurs des fonds et toutes les institutions financières, mais également beaucoup d'autres banques internationales et privées aussi, pour aller donner l'accompagnement approprié. Et ça, c'est important quand vous avez une vision comme de PDG intermédiaire. Donc, serait de mettre en place un objectif unique, comment on peut avoir une approche programmatique, avoir un paquet de projets et essayer de voir comment on peut minimiser le risque dans le cas du Maroc. Là, nous serons différents des autres pays. Mais donc, ce que je peux retenir ici, c'est que c'est un pays où les opportunités sont uniques, où on peut faire la différence et puis en fait transmettre les véritables mécanismes, travailler ensemble dans le secteur, mettre tous ces programmes ensemble afin d'atteindre les cibles ou les objectifs à temps. Merci. On va arrêter la session questions et réponses. Merci beaucoup.
Nous avons une première question. C'est un témoignage plutôt qu'une question. Et puis on pourra prendre la première question si M. Adil Chéri de Centre idéologique, si vous voulez donner un témoignage sur l'investissement au Maroc. Merci. D'abord, très content d'être avec vous, les gars. Vous avez entendu beaucoup. Et ce que j'espère faire dans quelques minutes, c'est de partager avec vous quelques chiffres qui décarbonisation, c'est quoi au juste? Vous savez, ça a été expliqué de long dans les détails. C'est un rapport avec l'énergie. On a parlé de l'économie, de l'énergie verte. Il s'agit de l'adaptation climatique. Il s'agit également de l'économie circulaire. Et essentiellement, au cours des 3 années, nous avons financé autour, on a soit financé ou soutenu, accompagné le financement par des projets d'environ 1 milliard. Certains de ces projets, c'était des mentionné, c'est que vous pouvez parler d'abord de la production réelle et des petites composantes. Et puis, il y a aussi le secteur privé, un peu de mots. Un mot simple, on peut dire l'exprimer, la gratuité à Cheikh Belé. Pourquoi? Parce qu'il a, à travers l'une de ses entreprises, il a servi par l'exemple. L'une de ces entreprises était la première construction ou bâtiment industriel vert parmi les opérateurs. Et il a non seulement au lieu de industriel, mais dans quelques... Après, il a eu la certification, mais il a pu aussi mettre en place des mécanismes pour réduire la consommation électrique par l'empreinte carbone. Alors, avec Shakib, les entreprises Shakib ont réalisé tout cela. Après cela, nous avons eu 6 usines ou l'énergie et la décarbonisation de l'atténuation climatique et de l'économie circulaire. Et les banques demandent davantage. Donc les banques sont en train de travailler dans un nouveau paquet de financement. Alors, deuxièmement, c'est le niveau de financement, le secteur de financement. 300 millions de prêts pour les entreprises d'utilité publique avec un engagement pour la décarbonisation, soit pour décarboniser pour le niveau plus bas, pour la consommation d'électricité réduite, et puis effectivement accroître le pourcentage de l'électricité produite. D'abord, la liste, bien sûr, est longue. Il s'agit d'une 150 millions de bandes vertes. Il y a eu des entreprises qui ont financé les TGV, le train à grande vitesse entre Rabat et Casablanca. D'abord, il y a eu un crédit pour les bons ou les garanties carbone. Et puis après cela, on a recyclé, on a
utiliser les eaux usagées pour en fait arroser les espaces verts dans la ville. Alors, la liste est longue, on peut aller, on peut pas la terminer, mais c'est que le secteur public est en train en fait de donner la prestation à laquelle on s'attendait sur base de la production de l'électricité. Elle a été financée, nous avons pu financer 2 projets d'environ 150 millions pour renforcer la production de l'électricité. Je pense que ce serait la première centrale hydroélectrique en Afrique. Deuxièmement, financement en fait d'une autre usine dans une autre région. Où encore une fois, j'espère que c'est simple et de pouvoir. Pour moi, en fait, il s'agit de l'énergie primaire, mais notre grand projet de production et de courant est prêt, donc à l'avenir, il va être mis en marche. Alors là, pour terminer, tout ce que vous avez entendu jusque maintenant, qu'est-ce que tout cela veut dire ou comment est-ce que cela a été fait? Il y a 2 raisons. D'abord, c'est parce que tout le monde devait être responsable. Investisseur responsable, secteur privé responsable. Deuxièmement, il fallait être visionnaire, avoir une vision. Être durable, pérenne, 20 ans, 25 ans à l'avenir, et tout a été dit. Jusque-là, les points vont dans ce sens-là, la pérennité. Je pense que nous avons une question ici. Nous avons une question ici qui a le micro-baladeur. On ne va pas prendre beaucoup de temps de questions parce que nous avons très peu de temps qui nous reste. On pourrait continuer la discussion. Je m'appelle Eric Mutangana. Une courte question sur l'investissement au Maroc. Est-ce que les étrangers peuvent se procurer d'un lopin de terre au Maroc? Puisque nous voulons que le Maroc, en fait, vienne dans la région est-africaine et inversement. Acheter un terrain au Maroc, oui, les étrangers peuvent, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on vous a invité de revenir, puisque nous y étions, vous allez revenir. On peut se procurer d'un terrain ou d'un lopin de terre au Maroc.